Bonjour, bienvenue à Midi Libre, bienvenue sur midilibre.fr, bienvenue pour cette deuxième journée des initiatives vertes consacrée à la planète, à notre environnement, aux enjeux environnementaux, avec aujourd'hui parmi ces enjeux la question du tourisme durable. Et pour l'aborder, nous avons aujourd'hui quatre invités. Alors, à ma droite, Geneviève Marais, vous êtes présidente d'Aquatech Innovation. Oui, tout à fait. Une start-up créée en créée 2018. Une start-up de la Green Tech. Ok, bienvenue. Monsieur Philippe Robert, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, bienvenue également. Oui, bonjour, merci. Merci. Madeleine Cras, responsable développement durable à la CCI Région. C'est ça, la CCI Occitanie. Bonjour. Venue de Toulouse aujourd'hui. Oui, de Blagnac. De Blagnac, merci pour votre déplacement. Et Monsieur Pinard, directeur général du CRT, du Comité régional de tourisme Occitanie. Bonjour. Bonjour et bienvenue également. Le tourisme mondial, on parle d'environ 10% du PIB mondial. En 1950, c'était 25 millions de touristes dans le monde pour l'année 1950. Je crois que la dernière étude réalisée dans le genre complète, c'était pour l'année 2018, où on parle d'à peu près 1,8 milliard, 1,9 milliard de touristes. Forcément, en plus d'un demi-siècle, cette différence implique aussi un impact sur l'environnement non négligeable. C'est de ces questions que nous allons parler, parce que quelle réponse face à cet impact-là dans vos fonctions respectives, dans vos institutions respectives? On peut peut-être commencer par vous, Monsieur Pinard, sur cette évolution du tourisme mondial et l'évolution de l'impact sur les écosystèmes, qu'ils soient naturels, environnementaux, sociaux, économiques. Et quand nous préparions cette réunion, vous me disiez qu'il y a quand même des impondérables, des impacts inhérents à l'activité touristique, et notamment la question du voyage, du déplacement, qui est indispensable, incontournable. C'est vrai que c'est une bonne chose que le tourisme se soit démocratisé et que de plus en plus de personnes dans le monde aient accès aux vacances et à des temps de loisirs. Le tourisme, c'est avant tout du voyage. Hein. Le tourisme est né du voyage et le voyage, c'est du transport. Donc, par définition, plus on voyage, plus on concourt à ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, sur le sujet qui nous intéresse, les externalités. C'est-à-dire, c'est la production de gaz à effet de serre liée à l'activité touristique. Donc les externalités du voyage qui pèsent lourd, hein, puisqu'elles pèsent environ entre 9 et 10% de toutes les externalités de la planète, elles sont liées aux 3/4 au voyage et au transport. Donc c'est compliqué de développer d'un côté une activité qui est intimement liée au principe de voyage sans contribuer malheureusement à l'émission de gaz à effet de serre. Moi je plaide pour une réflexion qui s'inscrive plutôt sur le concept de la transition, parce qu'on sait que dans 20 ans, et on est bien placé en Occitanie pour être informé par rapport à ça, dans 20 ans, moi j'espère que les efforts d'Airbus, les efforts des compagnies aériennes feront qu'on voyagera sans polluer, ou en tout cas en polluant moins. Et finalement, ce qu'il faut, c'est gérer cette transition qui va peut-être durer 20-30 ans et faire en sorte que, à minima, nos externalités s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas voyager beaucoup plus, et ça, il faut quand même le dire. Et puis que, bon, voilà, quand on voyage, on essaie de voyager plus proprement, à commencer quand on vient passer ses vacances en Occitanie, à prendre un peu plus le train, ou quand on habite Toulouse ou Montpellier et qu'on veut visiter l'Occitanie, voilà, à privilégier les transports collectifs. Alors, justement, Madame Cras, quand on considère cette question-là du déplacement, il se trouve que la France est la première destination touristique mondiale. Je crois que la deuxième, c'est les États-Unis, et l'Italie et l'Espagne, nos voisins, seront aux troisième et quatrième places. Dans cette France, deuxième destination mondiale, l'Occitanie est une région très prisée par les touristes et par différentes formes de tourisme, notamment le tourisme de masse. Pour la CCI Occitanie, j'imagine, le secteur touristique est incontournable, comme il est pour la région Occitanie, puisque c'est un des poumons économiques avec le bâtiment, l'agriculture et la viticulture. Oui, clairement, le chiffre de 10% du PIB que vous annonciez au niveau mondial, c'est à peu près ce qu'on retrouve
au niveau de la région, je crois qu'on est un peu au-dessus de 10% du PIB. Donc clairement, c'est un secteur qui est important. Et avec un enjeu qui est qui porte sur la mobilité notamment, puisque je crois qu'il y a à peu près 90% des touristes d'Occitanie qui se déplacent en voiture. Donc il y a clairement sur cette question de la mobilité des enjeux. Mais je pense que pour autant, il faut aussi mettre en avant les autres efforts qui peuvent être faits sur les autres secteurs, notamment sur la question de la restauration, de l'hébergement. Donc c'est la raison pour laquelle nous, cette année, on est partenaire de l'ADEME sur un projet Fonds de tourisme durable qui porte notamment sur l'accompagnement de ces secteurs-là, restaurateurs et hébergement, vers un tourisme plus durable, donc un accueil plus durable aussi D'accord. Alors justement, on va y revenir un peu sur les solutions et ce que vous préconisez chacun dans votre domaine respectif. Quand on parle de l'impact sur l'environnement, sur les écosystèmes quels qu'ils soient, l'eau, la ressource en eau, qui est une donnée fondamentale dans notre région. Vous-même, vous travaillez tout particulièrement sur ces questions-là. Oui, tout à fait. Notre engagement, c'est de protéger notre ressource en eau. Pour ça, différents moyens, c'est-à-dire qu'il y a protéger l'eau dans sa qualité, dans sa quantité, et aussi protéger l'environnement dès l'instant que cette eau a été usagée. Donc pour ça, nous avons mis en place des innovations dans ce domaine-là qui sont adaptées aux besoins actuels par des évidences qui en l'occurrence, sont liées à l'évolution climatique. On a des zones qui subissent la montée des eaux, par exemple au niveau de la mer, qui font que des établissements se retrouvent les pieds dans l'eau. Forcément, les infrastructures existantes ne sont plus forcément adaptées. Et de là, pour ces eaux usées, on va s'engager à pouvoir les récupérer, les traiter, voire une nouvelle utilisation. On va parler donc de reuse, de recycler ces eaux pour pouvoir du coup parfaire le cycle de l'eau et envisager des nouvelles utilisations pour ça. Avec problématiques peut-être supplémentaires, les pics de fréquentation touristique dans la région, sur le littoral notamment, ou même dans l'arrière-pays, surviennent parfois, souvent, lors de pics de sécheresse également, avec des... Exactement, c'était tout l'enjeu de notre sujet, c'est qu'on est dans une région où le tourisme est très très présent. Nos clients ont évidemment des variations d'activité qui sont liées à la période d'été et la période d'hiver. Et nous nous engageons à utiliser un maximum la nature pour faire les choses. C'est-à-dire qu'on essaye de conserver la nature au service de l'homme et non pas faire l'inverse. Le traitement biologique est notre atout principal pour que toutes ces eaux usées faites par les touristes puissent être biodégradées naturellement. Mais c'est vrai que le traitement biologique, à l'échelle d'une ville, par exemple, subit peu d'impact parce que le mouvement de population est quasiment neutre. Au niveau d'un camping, par exemple, c'est sûr que le mouvement d'été, d'hiver, il est très important. L'intérêt de cette innovation, elle a permis de réguler tous ces flux pour faire en sorte que l'impact soit inexistant sur l'environnement. On parlait de camping à l'instant. Monsieur Philippe Robert, vous êtes président de la fédération régionale du tourisme de plein air, de l'hôtellerie de plein air. Vous êtes confronté à cette problématique du tourisme durable que vous avez appréhendée depuis de nombreuses années désormais, puisque quand on parle de tourisme de masse, aussi vous y êtes directement impliqué et concerné par ce tourisme et la façon de comment gérer cet afflux touristique saisonnier souvent. Alors cette sensibilité, on l'a, nous, depuis très longtemps, parce que c'est un peu dans l'ADN de notre profession. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les campings, ce sont souvent des agriculteurs, des paysans, au sens noble du terme, qui ont monté ça. Et donc, il y a toujours eu cette sensibilité. La grosse différence, c'est que jusqu'à présent, on n'était pas très structuré, on n'était pas très organisé là-dessus. Et puis, depuis quelque temps, on a vraiment pris la mesure pour mettre en place de véritables démarches. On est entouré de beaucoup d'experts, puisque notre métier se professionnalise avec des gens extérieurs qui nous apportent beaucoup de ressources, comme Madame, notamment, dans des conseils. Et on travaille, on s'est structuré maintenant, non seulement au niveau national, où nous avons monté une commission, un groupe de travail qui vraiment nous permet de travailler là-dessus. Au niveau régional aussi, c'est une de nos priorités. Et on a choisi
Alors, il y a énormément d'actions, c'est très compliqué, hein, quand on met le pied là-dedans, c'est très très compliqué. Jusqu'à présent, on s'était aperçu que c'était beaucoup de petits établissements qui avaient déjà pris cette démarche-là, et maintenant, ce sont les gros, on aide les gros établissements à se structurer et à pouvoir rentrer dans cette démarche. Pour les démarches de tourisme durable, alors c'est une question générale, vous pouvez intervenir chacun. La responsabilité est avant tout individuelle, collective, elle doit être initiée par des associations ou par les collectivités locales ou par l'État. Comment on a l'impression que chacun l'appréhende à sa façon? Alors, je pense que nous, on a bien compris à un certain moment qu'il fallait passer à la vitesse supérieure pour deux raisons. D'abord parce qu'on a beaucoup de gros établissements et on est consommateur d'énergie, de ressources en eau forcément. Mais on s'est rendu compte aussi qu'on ne pouvait plus être inactif parce qu'on reçoit tellement de populations. Vous parlez de tourisme de masse, j'aime pas trop ce mot, mais quelque part c'est un peu vrai, on reçoit beaucoup de monde, qu'on s'est dit qu'on était obligé d'être un peu acteur parce qu'il y a une grosse partie de sensibilisation. Et si nous ne le faisons pas, à un moment, on va tous se rater par rapport à ça. Donc c'est la démarche non seulement de moins consommer, de mieux gérer nos établissements, mais aussi sensibiliser tous les gens qu'on reçoit dans nos établissements. Ouais, je partage tout à fait ce constat. Hein. Nous, on le voit aussi dans les sollicitations qui nous sont faites de la part de nos entreprises. Hein. Il y a 30 ans, on était beaucoup sollicités sur des questions plus d'accompagnement sur des thématiques de réglementation hygiène. Enfin voilà, l'environnement était peut-être plus perçu du point de vue réglementaire. Aujourd'hui, on a une vraie demande des établissements sur un accompagnement à la démarche, au management environnemental. Enfin, on sent qu'il y a une demande qui est liée d'une part, je pense, à l'évolution aussi du marché et la demande même des touristes. Mais je pense aussi une vraie conviction qui est maintenant partagée par la plupart des chefs d'entreprise que ces externalités négatives, ils vont aussi les subir s'ils ne les anticipent pas. Et donc là-dessus, moi je pense qu'il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire. Et ce, à tous les échelons, grands groupes comme petits entrepreneurs, on le ressent. Sur un exemple, par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup des problématiques de recrutement au niveau des restaurateurs. On sait qu'une entreprise qui s'implique aussi dans ces questions environnementales a plus de facilité à fidéliser ses salariés. Donc c'est un exemple de bénéfice qu'on peut tirer indirect en fait, d'un engagement environnemental pour une entreprise du tourisme. Monsieur Pilat. Le champ, il est immense. Hein. Et on est tout au début. Donc si vous avez suivi la COP, quand on dit qu'on veut limiter l'augmentation des températures, quand on dit ça, on dit en même temps qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, même des choses qui doivent diminuer. Donc c'est toujours difficile quand on est entrepreneur, quand on est en charge de l'attractivité touristique d'une destination, de dire qu'il faudrait qu'on accueille moins de touristes. Quand je dis que le champ est immense, c'est que la responsabilité, elle est par définition partagée. Elle est partagée entre des acteurs publics qui ont des choix à faire dans leur stratégie. En l'occurrence, nous, on considère qu'il y a un nouvel équilibre à trouver entre des gens qui viennent du bout du monde et des gens qui habitent les métropoles et qui ne connaissent pas suffisamment leur destination, parce qu'aller dans un camping, c'est aussi une manière de passer des vacances quand on habite la Lozère et qu'on ne vient jamais au bord de la mer. Enfin, donc il y a cette responsabilité-là pour les acteurs publics et la responsabilité des entreprises qui doivent s'engager à comment dirais-je, une responsabilité dans la gestion de leur entreprise pour respecter l'environnement, respecter les énergies, respecter les matières premières. Et puis il y a celle des touristes qu'il faut accompagner. Je dis bien qu'il faut accompagner et pas juger, parce que par exemple il y a eu beaucoup de débats ces 2 dernières années, puisqu'il y a une très forte... En Occitanie, l'augmentation de la clientèle française, c'est plus de 29% par rapport à 2019. Donc on est une région qui a plutôt bénéficié de la crise par rapport à cet afflux de nouvelles clientèles, parce que les gens ne pouvaient pas aller ailleurs, et que ceux qui allaient d'habitude dans le sud, et en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée, sont restés ici. Donc c'est plutôt une chance pour nous, et il y a une très belle performance cet été dans les campings en Occitanie de manière générale. Mais ces clientèles-là qui découvrent Gavarnie, qui découvrent les gorges du Tarn, si on les pointe du doigt parce que leur type de consommation et leur type de comportement n'est pas adapté à la préservation de l'environnement, ce qui est pour partie vrai, si on ne fait pas l'effort en amont de les accompagner, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est un tout, il y a un écosystème qui est un peu fragile et un peu complexe. Ce qui est bien, moi j'ai l'impression, en Occitanie, mais un peu partout ailleurs, mais peut-être un peu plus en Occitanie, on a cité tout à l'heure l'ADEME avec laquelle on vient de signer une convention au niveau régional,
c'est que tout le monde a pris conscience. Moi, je reste sur l'idée que si on ne s'attaque pas au problème des transports, il en manque un grand bout. Et en l'occurrence, il me semble qu'ici, la région, à travers les billets de train 1 euro, à travers toute cette mobilité qui est devenue quasi gratuite, il faut le dire, ben, voilà, elle a encouragé des pratiques de mobilité beaucoup plus vertueuses que par le passé. Et quand on voit voilà, des jeunes de Toulouse qui viennent passer une semaine de vacances à Collioure en profitant du train, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Peut-être qu'ils consomment moins que des Australiens qui seraient venus à Collioure, mais en même temps, leur impact sur le climat est quand même bien meilleur que des gens qui viennent de très loin. Je crois qu'il faut il y a quelque chose qu'on doit démystifier, c'est que l'attractivité d'un territoire, d'une destination, se mesurait au nombre de kilomètres que les gens auraient fait. C'est fini ce truc-là. Et si des familles qui ne sont jamais parties en vacances peuvent le faire grâce à une mobilité pas chère et grâce à des aides pour justement consommer ces activités de loisirs, ben, c'est plutôt une bonne chose. Et ça commence par là, le tourisme durable. C'est vrai que la région a initié ça en politique de transport notamment, plusieurs étaient proactives sur il y a eu le train 1 euro, il y a le train gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans désormais. C'est la seule région de France dont le trafic voyageurs augmente en période de crise. Voilà, donc il y a une relation que vous avez fait très, très forte entre la volonté politique, la présidente de région, à vouloir encourager cette mobilité pas chère et cette pratique ferroviaire. Très bien. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en effet, on est tous concernés, que ce soit de l'usager aux professionnels qui accueillent le touriste, aux structures de transport, les administrations aussi, j'ai envie de dire, et puis des professionnels comme nous qui proposons donc des solutions. Je pense que l'enjeu va être de s'écouter tous. Une société, pour parler de moi, si c'est pour pondre un produit qui ne va pas trouver, apporter une réponse concrète pour que le professionnel puisse l'approprier, ça ne servira à rien. Il faut toujours avoir en tête le modèle économique de l'exploitant qui va pouvoir s'approprier nos solutions, parce que c'est vrai que l'évolution de la technologie, elle est là et peut permettre de belles évolutions, parce que la réglementation s'appuie sur de nouvelles technologies pour elle-même évoluer, mais derrière, il y a toujours cette notion de modèle économique qui est importante, et je pense que c'est dans l'écoute de chacun dans ses problématiques où on va pouvoir justement faire avancer les choses. Alors, celui qui se déplace aussi, le touriste qui se déplace massivement, quand je parlais de tourisme de masse tout à l'heure, c'était sur un plan quantitatif, il n'y avait aucune, évidemment, connotation péjorative, et lui-même demandeur de progrès, d'innovation en matière de tourisme durable. Vous le constatez notamment dans cette nouvelle demande du public qui se sent concerné par ces enjeux environnementaux? Oui, absolument, et Jean Pinard a raison, c'est un des chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille vraiment, parce qu'évidemment, le transport est très très important. Alors nous, dans nos établissements, peu viennent en avion, peu viennent d'Australie ou des choses comme ça, mais enfin, effectivement, depuis peu de temps, énormément d'Occitanie, mais on a quand même encore de la clientèle qui arrive d'Europe du Nord, et puis je pense que ça va repartir un petit peu parce qu'ils ont été freinés ces 2 dernières années. Et là, c'est principalement en voiture. Et c'est très très compliqué de changer les habitudes avec ça, parce qu'évidemment, pour eux, c'est quand même pratique. Ils ont toujours des bagages, des choses à transporter. Mais on est en train de travailler là-dessus, puisqu'on est quand même aidé par du transport en train, et on est en train de réfléchir à pouvoir les inciter, sous une forme ou sous une autre, à ou partir sur du covoiturage, mais ça c'est très très compliqué, ou partir plutôt sur du train, oui. Et puis, bien évidemment, on ressent dans nos établissements que quand même il y a un développement de la voiture électrique, et nous sommes en train d'équiper nos établissements de bornes de recharge, bien évidemment. Et puis, on se structure aussi pour, à partir du moment où on incitera les gens à venir en train, il faut quand même qu'ils puissent avoir de la mobilité à l'intérieur de nos établissements, avec soit de la location de voitures électriques ou de scooters électriques, ou des choses comme ça. On est en train de travailler là-dessus. Oui, parce que la mobilité est nécessaire pour se rendre sur le lieu de vacances, mais pour se déplacer sur place aussi. Donc pour nous, beaucoup d'établissements ne sont pas par définition en centre-ville. Donc il faut quand même, une fois qu'ils sont arrivés sur place, donc il faut aller les récupérer soit de la gare, soit éventuellement de l'aéroport, mais principalement de la gare jusqu'au lieu d'hébergement. Et après, il faut quand même qu'ils puissent se déplacer parce qu'ils ne seront pas en centre-ville. Oui.
C'est vrai que nous, c'est un des points sur lesquels on a noté beaucoup de sollicitations dans le cadre des accompagnements qu'on a fait cette année sur cette partie mobilité, notamment l'acquisition de vélos électriques ou de vélos classiques d'ailleurs pour le prêt aux usagers. Entre l'Est et l'Ouest de la région, si on recentre le propos un peu sur la région, il y a des différences notables en termes de demande ou d'exigence de tourisme durable entre un littoral, c'est vrai, qui accueille énormément de monde sur une période estivale, entre l'arrière-pays qui profite des arrière-saisons, entre la haute montagne. Les enjeux sont fondamentalement différents. Les enjeux, je ne sais pas s'ils sont différents. En tout cas, les clientèles sont différentes. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes clientèles qui viennent sur le mois d'août sur le littoral par rapport à des clientèles qui viennent dans le département du Lot en ferme auberge sur le même mois d'août. Donc c'est la chance de la région d'ailleurs, d'avoir des univers de consommation, des univers on va dire de production touristique très très différents les uns des autres, ce qui fait que voilà, on a un véritable pays en termes d'offres touristiques et puis en termes de fréquentation. La notion de tourisme de masse, elle est toujours très compliquée à utiliser et finalement, elle est revue de manière beaucoup plus positive que ce qu'on voyait il y a 10 ans, parce que justement par rapport aux enjeux de tourisme durable, on se rend compte que c'est quand même mieux de concentrer la fréquentation dans des sites sur lesquels tous les aménagements sont faits pour respecter l'environnement que de laisser divaguer les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se retourner et qui se retourne d'ailleurs plutôt à notre avantage par rapport à des stations comme la Grande Motte, qu'on fait énormément d'efforts sur la mobilité douce parce qu'on peut voyager, enfin on peut se déplacer à pied ou en vélo, mais quasiment sur toutes les stations du littoral. Après, pour rester sur la problématique des mobilités, le tourisme c'est une économie de service. C'est-à-dire que ce qu'on vend, c'est du service. Alors, du service quand on dort dans un camping, quand on dort dans un hôtel, mais c'est aussi du service quand on prend un guide, c'est aussi du service quand on loue un matériel ou qu'on prend une leçon pour apprendre le kitesurf. Il y a encore beaucoup de services à inventer. Et ce qu'il faut surtout bien croire, c'est que ces services à inventer, ils auront un coût et que le changement de paradigme aujourd'hui dans les clientèles, c'est que les nouvelles clientèles sont prêtes à payer ce coût-là. C'est-à-dire que si vous dites à la SNCF de faire en sorte que les TGV qui font Paris-Barcelone s'arrêtent au Barcarès et à Leucate, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, alors qu'ils passent devant et ils passent dans la gare, parce qu'il y a des voyageurs qui sont prêts à prendre le TGV, qui sont prêts à descendre, et qu'il y a des propriétaires de camping qui sont prêts à venir les chercher. Le coût de déplacement pour aller chercher du camping à la gare, il y a des voyageurs qui sont prêts à le payer. Voilà. Et c'est ce travail qu'il faut qu'on arrive à faire. Moi, je rêve, et d'ailleurs c'est à mon avis un point de rendez-vous qu'on aura ensemble, qu'on puisse, par exemple, ensemble, affréter des trains, y compris des trains de nuit qui viendraient d'Allemagne ou de Belgique, pour amener les gens exactement comme on le fait dans les stations alpines. Aujourd'hui, il y a des trains de nuit qui sont affrétés pour amener les voyageurs anglais faire du ski pendant les 4 mois de saison hivernale. Des pistes s'ouvrent d'ailleurs, le train de nuit redevient, que l'on croyait complètement disparu, et relancé par le gouvernement. Le Premier ministre lui-même, je crois, a montré l'exemple en en empruntant un récemment. Dans ce que vous dites, il y a aussi peut-être l'idée que les individus, les touristes eux-mêmes peuvent finalement intégrer cette idée qu'une part de leur budget vacances peut être consacrée aussi à ces enjeux-là pour peut-être mieux vivre leurs vacances. C'est quelque chose que vous ressentez les uns les autres, ou peut-être que l'on ressent aussi de manière individuelle quand soi-même on se déplace. Il y a une véritable évolution et un changement d'attente de notre clientèle. Ça, c'est très très clair, on le ressent très nettement. Et d'ailleurs, une partie de la clientèle, maintenant, de plus en plus, choisit son lieu de destination en fonction un petit peu du positionnement. Et même, pour vous donner une anecdote, on travaille, un des chantiers, c'est aussi bien sûr les ressources en eau, et on associe nos nuitées à une certaine quantité d'eau qui devrait être acceptable ou non. Pour vous donner une idée, on est actuellement sur des quantités d'eau qui sont aux alentours de 200 litres par nuitée, mais certains établissements arrivent à faire jusqu'à 60 litres par nuitée. Donc beaucoup moins qu'à normal, et quand on leur demande mais comment ils arrivent à faire ça, mais en fait c'est parce que leur clientèle elle-même sont demandeurs de ça et s'associent dans cette démarche-là et font tous les efforts pour le faire.
Ils ne pourraient pas le faire avec une clientèle traditionnelle. C'est qu'au bout d'un moment, ils ont incité, et la clientèle a joué le jeu. Et c'est un partenariat entre l'hébergeur et la clientèle qui arrive à de tels résultats, mais c'est considérable les écarts qu'il peut y avoir. Je voyais acquiescer, c'est tout à fait, c'est que c'est là où aussi nous on joue notre rôle de toujours proposer dans nos solutions. Alors pour les campings, ça peut être des hôteliers ou les ports par exemple, puisque nos solutions s'adaptent aussi en milieu aquatique. On propose toujours un parcours pédagogique, c'est-à-dire que l'important est d'aller sensibiliser l'usager, celui qui la consomme, l'eau. Et il faut qu'il prenne conscience de ce qui se passe, en l'occurrence, quand il l'utilise, quand voilà, on laisse couler l'eau pour la brosse à dents, quand on tire notre chasse d'eau, qu'est-ce qui se passe après? Et je pense que là, il y a un vrai jeu de travail à faire ensemble entre nous, nos clients qui sont les exploitants, et qui vont pouvoir mettre en place des ateliers pédagogiques ou des parcours ou animations dans les campings, par exemple, parce qu'il y a cette population qui est aussi en attente, je crois, mais il faut quand même aller vers eux pour leur mettre les outils en main et qu'il y ait les prises de conscience qui soient vraiment là, et qui peuvent jouer leur rôle, eux aussi, directement. C'est un changement d'état d'esprit, un changement de culture. C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure sur la responsabilité individuelle. Finalement, ça peut venir aussi de l'usager lui-même et à l'entrepreneur de s'adapter derrière, ou aux collectivités. Dans les CCI de la région, la Chambre de commerce et d'industrie de la région, c'est des problématiques qui irriguent aussi vos débats, vos questionnements. Tout à fait, et même alors je pense qu'il y a effectivement une responsabilité qui repose sur l'usager, mais je pense que c'est aussi finalement de la part de l'exploitant, parfois il y a une crainte par rapport à une proposition qu'on va faire, et en fait quand on passe le pas, on s'aperçoit que parfois c'est très bien perçu, tout le travail qui peut être fait sur ce qui peut être offert par exemple sur le petit déjeuner, d'essayer de diminuer le nombre d'emballages sur les petits déjeuners, mettre des mitigeurs d'eau effectivement pour réduire les consommations d'eau, remplacer tout ce qui est appareil très consommateur sur le lavage du linge, par exemple. Tout ça, c'est des enjeux que peuvent rencontrer notamment les hôteliers. Et en fait, c'est des éléments qui sont parfois appréhendés de manière « ah oui, mais si je ne mets pas d'emballage individuel, avec les normes sanitaires en vigueur, comment est-ce que… » Donc il y a tout un accompagnement qui doit être fait aussi du point de vue du chef d'entreprise pour le rassurer sur la perception que peuvent avoir aussi derrière les usagers. Finalement, on a vu des très très beaux buffets de petits déjeuners, totalement zéro déchet, et en respect des normes sanitaires, c'est faisable. Et c'est plutôt bien perçu, je pense, derrière les touristes qui sont reçus. D'accord. Après, quand la crise Covid s'est déclenchée, après le premier confinement, pendant le premier confinement, on parlait beaucoup du monde d'après. Le monde d'après qui ne serait plus comme le monde que nous avions connu. Et les questions de tourisme revenaient souvent dans on ne voyagera plus pareil, on prendra moins l'avion. Et finalement, une fois le déconfinement opéré, on s'est rendu compte aussi que les gens peut-être avaient encore plus envie contrairement à ce qu'on avait pu penser, avaient encore plus envie de voyager, avaient encore plus envie de bouger, mais peut-être différemment. Pour vous, il y a un avant et un après. Il y aura un avant et un après. Alors, on est encore dedans. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, voilà. On n'est pas encore dans l'après quand sorti, même. voilà. Alors, il m'avait échappé quelque chose, mais je crois qu'on n'en est pas encore sorti. Alors, nous, sur notre profession, c'est un peu spécifique, puisque nous, on bénéficie peu de gens venant de très loin, de très longues destinations. C'est de l'Europe du Nord ou de la proximité. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt bénéfique pour nous, puisque les gens qui devaient partir viennent chez nous, et on n'a pas en déficit les gens qui viendraient de loin, puisqu'on ne les a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a une balance qui nous est plutôt favorable dans un premier temps. Après, l'avenir... Je ne sais pas, je ne sais pas exactement. J'aurais tendance à penser qu'effectivement, on va voir les choses un peu différemment, qu'on va quand même partir pas aussi facilement, aussi loin, en tout cas j'espère. Mais c'est l'avenir qui va nous dire. Oui, il y aura forcément à un moment une phase, vous en parliez en disant c'est fini, maintenant on va se lâcher. Il y aura peut-être cette petite période-là, mais j'espère que quand même, après tout ce qu'on a souffert, ça laisse des traces positives et qu'on va pouvoir quand même prendre conscience des choses et réagir, changer un peu nos habitudes.
Oui, alors l'idée n'est pas de faire de politique fiction ici, hein. On sera très prudent, on s'en rend bien compte, d'une semaine sur l'autre, des frontières se ferment, mais c'est des problématiques liées à cette crise et peut-être à de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles habitudes que vous avez intégrées chacun dans vos métiers, dans vos réflexions. Alors oui, on n'a pas le choix. L'agilité doit être là avant tout. Bon, c'est sûr que tout ce qui s'est passé a permis aussi de mieux intégrer le digital et peut-être de faciliter une communication sans déplacement. Donc quelque part là aussi, d'avoir une action, même si ça n'a pas été peut-être l'objectif premier, mais en tous les cas la situation a favorisé aujourd'hui ces échanges-là pour ça. Après c'est vrai qu'on n'en est pas sorti, hein, donc c'est quand même pas évident et il faut être encore prudent. Je pense qu'il y a quand même une meilleure écoute, on va dire, de ce qui se passe dès qu'on parle aujourd'hui d'environnement. Il y a peut-être une sensibilité qui est un peu plus là et de dire, ben oui, chacun va jouer son rôle. Après, je reste aussi mesurée. En tous les cas, il faut y croire. Oui. Si. Oui. Ouais. Sur l'avant, l'après, si vous voulez, il y a eu un moment pour les acteurs du tourisme entre le premier confinement et puis on va dire le mois de mai l'an dernier, grosso modo, un grand trou, hein, un grand trou d'air, un grand vide. Donc on l'a occupé comme on pouvait et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de débats, de colloques, de schémas. Moi je pars demain sur une commission prospective pour justement réfléchir au scénario possible. Enfin, l'avantage de cette crise, c'est que voilà, on s'est remis en cause et on a posé des questions. Maintenant, que les gens reprennent leur voiture pour repartir dans les mêmes endroits que ce qu'ils fréquentaient avant, c'est quand même pas non plus très surprenant. Là où je pense qu'il y aura un après, c'est sur le fait que malheureusement, là on est à la 5e vague, malheureusement les vagues vont déferler et si c'est pas le Covid, ça sera de toute façon quelque chose d'autre. Donc cet environnement complexe, un peu risqué, fait que on va plutôt rester pas très loin de chez soi. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que ouais, on a redécouvert la France. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait eu besoin d'une crise pour ça, mais beaucoup de Français ont redécouvert la France, ont découvert l'Occitanie. En tout cas, nous, on l'a vu avec vraiment de nouvelles clientèles, de nouvelles clientèles qui sont restées ici. Et finalement, le monde d'après dans le tourisme, c'est des gens qui ont compris qu'on pouvait partir pas trop loin pour finalement vivre des vraies vacances et finalement avoir un impact au regard du voyage qu'on ne fera pas ou en tout cas qu'on fera moins loin, plus positif. Mais surtout, et moi c'est ce que j'espère, mais c'est ce qu'on constate, puis c'est ce qu'on essaye de mettre en place, que le tourisme dans un territoire, ça ne marche que si il y a un équilibre entre le bénéfice pour le visiteur et le bénéfice pour le visité. Si c'est pour laisser des papiers gras dans les plus beaux endroits d'Occitanie par des gens qui ne respecteront pas l'environnement, ça ne marchera pas. Et on voit bien que ce soit à Venise, que ce soit à Barcelone, ça s'est mal passé et ça va continuer de mal se passer. Je trouve qu'ici, voilà, cet équilibre est plutôt atteint et le fait que d'encourager des populations qui n'avaient jamais l'habitude de partir en vacances et qui aujourd'hui, je le dis, grâce à cette mobilité, grâce à la carte oxygène, grâce aux efforts de chacun, peut au moins consommer quelques activités de loisirs. Cet équilibre étant un peu plus ajusté, moi je pense que l'Occitanie tire plutôt bien son épingle du jeu. C'est pas fini. Moi, s'il y avait des hôteliers en face de moi, ils me diraient quand même, Pinard, t'exagères. Je donne juste un chiffre. Hein, depuis le 1er juillet, donc depuis le début du deuxième semestre, l'Occitanie est à plus 7% de fréquentation par rapport à 2019. C'est-à-dire que non seulement on a dépassé, mais on est revenu plutôt au niveau de 2019, mais on l'a dépassé. Ça vaut pas pour tout le monde. Ça vaut beaucoup sur les gens dans les résidences secondaires. Ça vaut chez les parents et les amis. Et c'est rien qu'on vient plus facilement voir une grand-tante à Collioure qu'à Charleville-Mézières. Hein, il faut aussi le reconnaître. Hein, le soleil, ça aide. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé et dont on tire profit en Occitanie. Dans certaines régions de France, que ce soit sur le littoral atlantique, sur le littoral méditerranéen, dans les zones, dans les Alpes, les Pyrénées, c'est des régions, et vous le dites, non seulement où on revient au niveau d'avant de fréquentation, mais où on dépasse ces niveaux-là. Finalement,
la nouvelle réflexion engagée, c'est si cette tendance perdure, c'était déjà peut-être les régions touristiques les plus fréquentées. Parmi les régions touristiques traditionnellement les plus fréquentées, celle qui perd peut-être le plus, c'est Paris, on le sait, qui est en souffrance du fait de ne plus avoir les touristes étrangers, chinois, américains notamment. Mais c'est de nouvelles capacités d'accueil qu'il va falloir développer ici, une nouvelle réflexion qu'il va falloir avoir aussi en termes de tourisme vert, de tourisme durable, d'écotourisme, parce qu'en fait ce sont aussi des notions un peu différentes. Si cette tendance s'accentue à rester en France, rester à ne pas partir pas trop loin et partir, comme vous dites, malgré tout le respect qu'on a, oui, pour Charleville, ou partir plutôt sur les zones que l'on connaît, du littoral méditerranéen, de l'Atlantique et des Alpes, plutôt que dans d'autres régions. Oui, lorsqu'on est en situation difficile, en période de crise comme ça, et c'est pas Jean Pinard qui va me contredire, c'est que les gens se retournent forcément vers les valeurs sûres. C'est-à-dire un endroit où on va aller, qu'on connaît, qui a tous ses atouts, on va moins prendre de risques. Et en Occitanie, on a la chance d'avoir tout qui nous réussit. On en parlait, le soleil, on est en bord de mer. Il faut comprendre que la clientèle qui pourrait venir hors Occitanie, notamment du nord de l'Occitanie, lorsqu'ils arrivent par l'autoroute, c'est la première destination, les premières plages, c'est l'Occitanie. Ou alors il faut partir vers PACA, mais quand on bifurque à l'autoroute, on tombe tout de suite en Occitanie. Alors à une époque, ils partaient un peu plus loin, ils pouvaient aller en Espagne, mais maintenant c'est quand même quelques pleins d'essence en plus et ça coûte quand même très cher. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, on a une diversité de territoires, de paysages, on a une offre qui est extraordinaire en Occitanie. Je crois qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres régions qui peuvent présenter ça, aussi bien des zones de montagne, de haute montagne, de nature, de littoral. C'est ça qui fait la force et c'est là-dessus, à mon avis, où on arrive à surfer et à attraper une clientèle qui vient en Occitanie. Très bien. Je voulais rebondir sur cette notion de relocalisation. Oui, en fait, tout à fait. Dire, il y a une relocalisation de la clientèle qui va peut-être s'opérer à la suite de ces années qu'on a passées. Une réorganisation, en tout cas. Il y a aussi une notion dont on a beaucoup parlé dans cette crise, c'est la relocalisation aussi des achats, finalement, la partie production-achat. Et donc ça, c'est aussi un élément sur lequel on est de plus en plus attentif, sur d'où viennent les produits que je mets à disposition. Est-ce que dans mon restaurant... voilà, quel est le pourcentage de produits qui viennent d'autour de chez moi? Est-ce que ça a du sens d'aller mettre dans mes assiettes du poisson qui vient de l'autre bout de l'Europe? Enfin, voilà, je pense qu'il y a vraiment une question aussi à se poser sur la partie achat. Et là, on a tous à y gagner au niveau de l'Occitanie parce qu'en relocalisant aussi la production, on crée un écosystème qui est plus résilient, qui permet qu'en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement comme on a pu connaître, on est en capacité de continuer à offrir un bon service à nos clients. Enfin, je pense que cette notion de relocalisation, elle vaut pour l'ensemble de la chaîne, du point de vue client, mais aussi du point de vue des fournisseurs. Très bien. Peut-être on peut terminer avec ces questions-là, parce que finalement, quand on parle de tourisme durable, depuis le début de nos échanges, nous nous sommes placés du point de vue de celui qui bouge, qui se déplace, du touriste. Pensez aussi au local, à celui qui accueille, à celui qui reste là. Là aussi, c'est quelque chose que vous intégrez dans vos... quelque chose que... La dimension sociale aussi, la dimension sociale du tourisme, comment le tourisme peut profiter finalement à tout un territoire, à ses acteurs, et comment un territoire et ses habitants peut supporter, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on connaît les excès de Barcelone ou de Venise, où certains locaux se mobilisent et finissent par être ulcérés par la pratique touristique qui juge démesurément débridés. Là aussi, c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos réflexions à vos divers niveaux professionnels. Il faut pouvoir s'adapter à tous les contextes. Enfin, nous, dans notre domaine, en l'occurrence, on est sur de la technologie. On a cité des environnements, alors mer, montagne, des sites isolés. C'est autant d'environnements différents qui va donner eux-mêmes des contraintes différentes. Et ça demande en continu de s'adapter et d'être justement dans cette capacité à ce que les solutions puissent s'adapter à tous les professionnels. Il faut absolument que
rester dans cette ouverture à justement regarder d'une vision globale la problématique et après se concentrer sur les territoires indépendamment les uns des autres. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Cette dimension sociale, je crois, vous... D'abord, le tourisme, c'est du lien social. Hein. Quand on parlait de voyage tout à l'heure, c'est quand même des gens qui sont partis à l'encontre d'autres gens, avec une autre idée que de les coloniser. Hein. Il y avait quand même une vocation plus amicale. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on parle d'attractivité des territoires ou d'attractivité des destinations, pour rester dans le domaine touristique. Plus il y a d'attachement au territoire, plus il y a d'engagement de la part des habitants. C'est-à-dire que plus on aime son territoire, plus on est prêt à s'engager pour en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour témoigner. Bon. Voilà. Depuis 3 ans, on travaille sur ce sujet avec le concept d'occitalité, qui est donc la fusion du mot Occitanie, convivialité et d'hospitalité. Pour être très honnête et très franc, on s'est beaucoup inspiré du film de Châtillier, Le bonheur est dans le pré, parce que je pense qu'il n'y a pas eu meilleur film pour promouvoir une destination, en l'occurrence c'était le Gers. Hein, avec des résultats concrets, je crois. Hein, pardon ? Avec des résultats concrets pour le Gers. Avec des résultats concrets dans les achats de résidences secondaires, mais dans la construction de l'image de marque d'une destination qui était de dire, voilà, finalement, le bonheur, effectivement, c'est de vivre dans des petits villages où c'est sympa, où on mange bien. Et derrière ce concept d'occitalité, il y a l'idée que les habitants s'adressent aux touristes. La première campagne de communication qu'on a fait quand je suis arrivé, c'était des habitants qui prenaient la parole en disant voilà pourquoi il faut venir passer ses vacances en Occitanie. Finalement, c'est quand même un peu plus... on a tendance à un peu plus croire des habitants que des publicitaires qui le diraient à la place. Et dans le discours des habitants, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné ici, c'est la référence à la qualité. On a parlé tout de suite. La région Occitanie, c'est la région de la qualité en tourisme. C'est la région qui a le plus d'établissements engagés dans des démarches qualité, en particulier les hébergements. C'est la région qui a le plus de plages labellisées pavillon bleu. Et dans un environnement un peu contraint, un peu difficile, aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire, partir à l'autre bout du monde pour aller se baigner dans de l'eau polluée, ça ne marche pas. Voilà. Donc, les communes ont fait des vrais efforts par rapport à cette qualité de l'eau. On pourrait parler des plus beaux villages de France. 40% des plus beaux villages de France sont en Occitanie. Des sites UNESCO, des grands sites de France, voilà, des grands sites d'Occitanie. Donc, on pourrait citer tous les labels. Celui qui m'intéresse le plus, moi, c'est les labels qui sont liés à la production agroalimentaire, parce que c'est le label de terroir par excellence. C'est que finalement, le terroir est de qualité, la terre est de qualité, les traditions sont de qualité, donc on fait des produits de qualité, que ce soit du vin, du roquefort, du fromage, de la viande ou peu importe. C'est la région de France et même d'Europe d'ailleurs qui a le plus de signes de qualité. Et il y a une corrélation très forte entre je viens passer mes vacances dans un endroit où c'est serein, les plages sont propres, mais on mange bien. Voilà. Et on mange bien, on se restaure bien. Donc l'idée du circuit court, l'idée de la relocalisation de la consommation, elle nous sert énormément. Et moi, la faiblesse de penser que les bons résultats de l'Occitanie par rapport aux autres régions françaises, je peux vous dire aujourd'hui, sans que ça soit un scoop, l'Occitanie doit être dans les 3 premières régions d'Europe en 2021, quant à sa fréquentation. Parce que on a progressé, et puis surtout on a progressé par rapport à des gens qui ont régressé. Donc ceux qui étaient devant nous, Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas eu de saison de ski, donc on va pas s'enorgueillir d'être passé devant eux. Mais la réalité, c'est ça. Venise est tombée, les Baléares, les Canaries, aujourd'hui, on ne peut plus y aller parce qu'il y a un volcan qui empêche d'y aller. Donc tout ça a contribué à faire de l'Occitanie une région leader, une région prisée, et on a beaucoup capitalisé sur ces labels qui fait qu'on est une région, entre guillemets, safe. C'est-à-dire qu'on cherchait des endroits où on était sûr, où il n'y avait pas de pollution, on n'allait pas être contaminé. L'Occitanie a cette image-là, et je trouve qu'on aurait, en tout cas qu'on a intérêt à capitaliser encore pendant longtemps sur cette bonne image. Pour des CCI, j'imagine, c'est une responsabilité aussi, troisième destination, troisième région européenne. Tout à fait. Et puis, non, mais je plus sois, c'est-à-dire on a la chance d'être dans une région où on a énormément de ressources qui permettent de valoriser notre terroir, de valoriser à la fois les lieux et la culture. C'est sûr que c'est une richesse extraordinaire pour les entrepreneurs du secteur touristique. Et les CCI s'attachent à le valoriser, je pense, depuis longtemps. On citait le Gers, effectivement, l'exemple des tables du Gers qui sont notamment soutenues par les CCI depuis longtemps. Enfin, c'est vrai que créer des réseaux d'acteurs comme ça qui puissent à la fois mettre en valeur et les restaurateurs et les fournisseurs de matières premières, créer un réseau qui puisse intégrer les comités de tourisme, les agences touristiques et
les partenaires, les collectivités. Enfin, c'est crucial pour arriver à valoriser la richesse de ce territoire. D'accord. Et donc le tissu économique et social local, comme les habitants finalement, contribue à cette... c'est un élément de l'attractivité parmi d'autres. C'est un peu ce que vous me dites, que vous ressentez également. Vous le ressentez forcément dans votre activité. Les gens reviennent. Bien sûr, mais vous faisiez allusion tout à l'heure à des destinations qui avaient rencontré des gros problèmes. Ce sont souvent quand même des destinations du tourisme urbain. C'est là où c'est le plus problématique, je pense. Nous, dans en Occitanie, c'est quand même... il y a beaucoup plus de destinations avec moins de monde. Et bien évidemment, le tissu local s'y retrouve complètement, puisque lorsqu'un touriste vient chez nous, il va choisir son lieu d'hébergement, parce que ça peut être un camping, un hôtel ou n'importe quoi, mais à côté, c'est tout le village souvent qui travaille de ça. Ils nous le disent, nous les villageois de chez moi, ils nous le disent en permanence, que ce soit le boulanger, le boucher, le pompiste, tout le monde travaille et ça fait une véritable économie. Évidemment que c'est très important. C'est vrai que sur les 18 mois que nous venons de vivre, quitter la ville a été un fil rouge de ces 18 derniers mois. Tout le monde l'a dit. Il y a une façon de vivre le virus en ville et dans des milieux ruraux ou en campagne ou en périurbain, c'est absolument différent. Dans ce monde qui a changé, justement, peut-être on peut terminer avec ça. Ce qu'on ne reverra plus. Chacun, j'ai envie de vous demander ça. En matière touristique, il y a un trait étiré sur... on a pu penser les croisières. Est-ce qu'il y a une pratique touristique qui va disparaître au profit d'une autre, avec justement cette envie d'un tourisme durable, plus vert, plus écolo, on l'appelle comme on veut, mais intégré dans l'ADN de celui qui prend des vacances, et ce critère-là serait un critère comme un autre, comme peut l'être le coût, comme peut l'être le charme des paysages, comme peut l'être l'envie de dépaysement. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs touristiques qui vont disparaître? J'espère que non, mais je suis mal placé pour vous en parler. Par contre, je pense ce qu'on peut dire dès maintenant, effectivement, mais vous l'avez dit, c'est que la demande va s'établir autour d'espaces naturels, d'espaces en plein air. C'est pour ça que nous avons un peu surfé sur cette vague-là, parce que nous offrons des vacances en plein air par définition. Donc c'est ça un peu qui a plu à la clientèle. C'est évidemment un retour aux sources, on le disait, donc ça s'associe un peu avec du développement durable. Il va y avoir une véritable demande par rapport à ça. Nous, on a un rôle à jouer, à initier notre clientèle à ça, mais aussi de répondre à une demande parce qu'elle est naissante, c'est évident maintenant. Donc je pense qu'il va y avoir un changement effectivement d'attitude, peut-être pas aussi général que ce que vous pouviez laisser entendre, qu'il y ait des professions ou des modes d'hébergement qui disparaîtraient, je ne crois pas. Mais par contre, un changement de comportement, d'attente de notre clientèle, ça me paraît évident, oui. Geneviève Marais, dans votre branche professionnelle, vous allez vous adapter à cette nouvelle donne. En fait, c'est inhérent aussi à votre... Et puis, je dirais qu'on est tous concernés. Donc, même nous, à notre niveau, de toute façon, on se doit d'être une entreprise où on engage nous-mêmes notre propre démarche RSE pour être aussi fort de force de travail avec cette responsabilité qui est engagée pour l'environnement. On va revenir sur l'économie locale, d'agir en bonne conscience et de faire travailler au plus près les professionnels qui sont près de nous. Et puis, y compris sur les matériaux qu'on utilise, avoir toute cette notion d'économie circulaire et de faire en sorte que le cycle de vie de nos matériaux soit durable. Et je pense qu'en effet, ça concerne tout le monde. Et ça, j'espère que c'est le changement qui se fera dans le temps et pour chacun. Oui, je pense que c'est effectivement un enjeu important. Vous disiez qu'il faut inclure tout le monde. Je pense qu'il y a évidemment eu des précurseurs. Il y a des types d'établissements qui... par nature, étaient plus sensibilisés à ces questions environnementales. Ce qui est important maintenant, c'est aussi d'arriver à faire passer le pas à l'ensemble des établissements, de se dire que des restaurants urbains sont tout autant concernés par la problématique de la crise climatique que des campings au milieu de la montagne, voire peut-être même plus, parce qu'on a senti sur les dernières années aussi la fragilité peut-être inhérente à ce secteur. Et donc c'est important qu'on soit en capacité d'accompagner
parce que c'est des investissements aussi derrière pour faire de la rénovation énergétique, pour changer ses modes d'éclairage, ses modes de consommation. C'est important, je pense, et nous on s'y attache au niveau des CCI, d'accompagner l'ensemble des acteurs de la filière vers cette transition. Jean Pinard, je pense qu'au niveau de la région, ça va forcément... cette évolution est, j'ai envie de dire, programmatique. La présidente de région a lancé son Green New Deal inspiré du pacte vert européen, signifiant que chaque décision budgétaire doit être impactée, pensée, réfléchie, votée en fonction d'enjeux environnementaux. Le tourisme s'inscrit au premier rang. Et dans le pacte vert et dans cette volonté de relocalisation, de développement des circuits courts. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on ne verra plus, c'est du tourisme hors sol, c'est du tourisme sans valeur. Alors je dis ça, dès lors que la crise est terminée, on envoyait des gens dans l'espace, qu'on appelle des touristes de l'espace, et puis il y a un tour opérateur qui a eu la bonne idée d'affréter un avion qui faisait le tour du monde où on pouvait faire 20 destinations en 5 jours. Donc il y a encore des choses qui malheureusement vont résister. Je dis ça parce qu'il y a d'un côté une volonté, quand on demande à une entreprise de faire des efforts pour passer de 200 litres à 60 litres par nuitée, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement, c'est de la conviction. Et quand vous voyez qu'on envoie 4 riches Américains dans l'espace et que finalement la contribution de ce vol va anéantir tous les efforts qu'on a fait, c'est difficile, voilà, parce que malheureusement c'est mondial et que la vision du tourisme est systémique. Voilà. Moi j'espère qu'on ne verra plus ce genre de choses, mais j'ai peur de me tromper sur ce sujet-là, mais en tout cas, on ne verra plus de politique touristique qui aurait pour objet de développer du tourisme sans prendre en considération les intérêts des habitants, et pas seulement en termes d'emploi, hein, mais en termes de relations, en termes de relations sociales, de liens sociaux, en termes d'usage des équipements qui sont faits pour les touristes, parce que quand on fait une piste cyclable, elle sert le reste de l'année aux habitants. Quand on fait un centre aqualudique, il doit servir aussi le reste du temps aux habitants. Moi, je pense que c'est ça qui va changer, et je le dis sincèrement, je pense que l'Occitanie a un temps d'avance par rapport à d'autres régions quant à cette réflexion autour du pacte vert, autour des enjeux de mobilité, autour de la prise en compte des externalités, parce que on est dans une région où on fabrique la moitié des avions du monde, donc on ne va pas dire que le transport, et surtout le transport en avion, c'est pas bien. Par contre, faire en sorte que quand les gens arrivent en avion chez nous, tout soit mis en œuvre pour qu'ils n'aient plus à louer de voiture, qu'ils prennent le train et que finalement leur séjour soit quasiment zéro carbone parce qu'on a tout mis en place et que les services ont été développés pour permettre ça, c'est ça. Et le tourisme de transition et la croissance raisonnée, parce que moi je préfère parler de croissance raisonnée que de décroissance, c'est ça, ça demande plus d'intelligence collective, ça demande plus de vision coopérative. Mais je pense que voilà, le débat est engagé parce que voilà, on échange, pas seulement sur les plateaux de télé, mais on échange voilà, au quotidien pour faire en sorte que cette nouvelle vision du tourisme, elle se mette en place et que on ne considérait pas que seul le touriste serait en droit et en responsabilité de faire changer les choses. Voilà, on a aussi notre responsabilité. Très bien, je vous remercie tous les quatre des échanges qui auront passionné nos internautes, je pense, sur midilibre.fr, qui vont se poursuivre. Les débats, les tables rondes sur les initiatives vertes se poursuivent sur midilibre.fr. Vous pouvez le retrouver sur notre site aussi, ceux qui ont précédé. Je vous remercie tous les quatre pour le message que vous avez porté, l'éclairage que vous avez apporté à nos lecteurs et internautes. Merci encore.